Bonjour, nous sommes devant le cabinet de Madame Fadila Lalan, ministre de la Santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a mis en place un projet concernant l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ou plus simplement le projet EVRAS. En tant qu'élève de secondaire, j'ai été interpellée par ce sujet, puisque certaines classes de mon école se sont déjà rendues l'année dernière au planning familial. En quoi consiste exactement le projet EVRAS ? Qui est concerné par ces formations? Voici quelques questions parmi d'autres que je vais poser maintenant à Madame la Ministre. Suivez-moi. Bonjour Madame la Ministre. Tout d'abord, je vous remercie de m'accorder cet entretien malgré votre emploi du temps chargé. Vous avez proposé un nouvel outil ainsi que des formations pour aider les écoles à mettre en œuvre le projet EVRAS, qui veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Je voudrais savoir comment ce projet est né. Eh bien, parce que je me suis rendu compte, notamment avec ma collègue qui a l'éducation dans ses compétences, que beaucoup de jeunes n'étaient pas du tout sensibles à des questions qui touchent aux relations qu'ils ont entre eux, aux relations qu'elles soient affectives ou dans le cadre des relations sexuelles qu'ils peuvent avoir. Parfois, ils oublient qu'ils doivent se protéger pour éviter des maladies qui sont sexuellement transmissibles ou bien le syndrome et le virus du sida qui est vraiment encore une maladie que l'on détecte encore aujourd'hui, 3 cas par jour en Belgique de personnes qui ne se sont pas protégées. Comment le projet EVRAS a-t-il été accueilli par les directions d'école? Eh bien, j'ai écrit à l'ensemble des directions d'école pour les sensibiliser à la chose et leur demander de pouvoir accueillir des formations vers les jeunes, vers les élèves, pour vraiment les sensibiliser à toutes des questions qui touchent à leur quotidien. Et donc, il y a évidemment des écoles qui ont trouvé cette idée très sympathique, d'autres évidemment qui n'aiment pas trop qu'on parle de ce genre de choses, seront plus réticentes, mais comme c'est une obligation qui est inscrite dans le décret mission qui touche à l'enseignement, ça va devenir obligatoire pour tous les établissements scolaires. Tous les établissements devront justifier qu'ils ont accueilli dans leur classe des personnes qui viennent exprimer, sensibiliser les jeunes à ces questions d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. J'ai lu dans la brochure que différents partenaires sont associés au projet pour aller travailler avec les écoles. Qui sont-ils et quels sont leurs rôles principaux ? Alors, il y a évidemment les centres de planning familiaux qui sont vraiment des partenaires importants, mais il y a aussi tous les centres locaux de promotion de la santé qui sont vraiment des outils qui travaillent sur le terrain. Ce sont vraiment des institutions qui s'occupent de santé, de prévention en matière de santé ou de promotion de la santé et qui travaillent avec les écoles, qui sont vraiment des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine et qui peuvent transmettre de l'information. Et donc, évidemment, on ne demande pas à un établissement scolaire d'inventer quelque chose. On dit juste qu'il y a des partenaires possibles, il y a des associations sur le terrain, il y a des plannings qui sont accessibles, qui peuvent rendre des services, transmettre l'information, et donc on leur propose d'aller à la rencontre de ces acteurs locaux. On sait très bien que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent se passer d'Internet et des réseaux sociaux, mais on constate parfois des dérives et des abus liés à la sexualité. Comment ce problème est abordé dans le projet EVRAS? Mais vous savez, je pense que la dimension d'éducation aux médias et à tous les médias, que ce soit la télévision et l'Internet, eh bien, je pense qu'il est essentiel qu'il y ait un travail qui soit fait au niveau des écoles et des établissements scolaires où l'on attire l'attention des jeunes et des enfants surtout sur le fait qu'on peut trouver de tout. Sur Internet. Des choses qui sont très intéressantes, et ça c'est fantastique, et Internet a permis d'être une fenêtre sur le monde, mais aussi des choses qui sont problématiques. On sait aussi qu'à travers les réseaux sociaux, et d'ailleurs la plupart des jeunes ont des smartphones, donc avec un simple téléphone, ils peuvent accéder à Facebook, à Twitter et à d'autres réseaux, Instagram et d'autres sites. Et donc, c'est vraiment de leur dire qu'ils doivent protéger, ils doivent avoir un respect d'eux-mêmes, une estime d'eux-mêmes, et ne pas faire n'importe quoi sur ces réseaux sociaux. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si par exemple une jeune fille ou un jeune homme reçoit une invitation à se déshabiller et à se filmer nu et à faire des choses nues, et qu'après, il le fait et que ce film tourne sur Internet, il ne faudra pas s'étonner qu'on se retrouve à faire l'objet de quolibets de la part des amis
parce que, voilà, on s'est déshabillé à la demande, ce qui est tout à fait idiot. Donc, il faut vraiment sensibiliser au maximum les étudiants et leur dire qu'ils doivent respecter leur corps, ils doivent respecter leur dignité, leur estime de soi, parce que ce sont des êtres qui ne doivent pas faire n'importe quoi avec les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que c'est un travail qui peut, pour moi, se faire et s'opérer. Il peut y avoir des discussions au cours de religion, si on est dans un établissement de type libre, ou si on est de confession religieuse. On peut le faire dans le cadre du cours de morale, mais on peut aussi le faire dans le cours de français, dans le cours d'histoire, dans les cours de sciences, par exemple. Je veux dire, chaque enseignant peut à un moment donné aussi attirer l'attention des jeunes sur les effets néfastes des réseaux sociaux, de l'Internet, et qu'il y a des choses tellement fantastiques à y trouver, mais il y a aussi des choses qui sont horribles et qui peuvent gâcher la vie. On connaît tous des histoires sordides où des jeunes attentent à leur vie, portent atteinte à leur vie parce qu'ils sont tellement harcelés, parce qu'ils ont fait quelque chose sur un réseau social qui fait que ça entraîne des difficultés. Donc attention avec ça. Il y a aussi toute la dimension d'éducation aux médias et je finance dans le cadre des budgets que je gère en audiovisuel des associations qui travaillent aussi avec des écoles, que ce soit primaire, secondaire ou même plus loin, universitaire ou école supérieure, et en fait qui apprennent aux jeunes à décoder, à avoir une lecture critique des médias. Alors, lecture critique, ça ne veut pas simplement dire lire un journal de manière critique et dire « Ah, ce qu'on me dit, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce journal n'essaye pas d'essayer de changer mon opinion sur quelque chose, etc. » Une lecture critique, c'est aussi regarder une image. On peut aller au cinéma et avoir une lecture critique d'un film qu'on regarde. C'est de dire « Je ne regarde pas juste bêtement comme une passive, je regarde avec une réflexion, j'essaye de réfléchir à ce que j'ai vu, aux images, j'essaye de comprendre ce que a voulu mettre en scène le réalisateur ou les acteurs ou cette histoire. » Et donc, c'est vraiment de se dire que tout ce qu'on a face à soi, on peut le lire avec une lecture qui permette un peu de faire travailler son cerveau, voilà, de faire un peu travailler son imaginaire et un peu de réfléchir sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on fait. Voilà. Et donc ça, c'est aussi essentiel. Donc, je crois que c'est une responsabilité qui touche tout le monde. L'école, les associations, mais aussi les parents. Les parents ont une responsabilité à l'égard de leurs enfants, c'est-à-dire que si on ouvre le Wi-Fi à des enfants qui ont 8 ans et qu'on leur dit « tu peux aller sur Internet et tu peux faire ce que tu veux et aller sur tous les réseaux sociaux », il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une mauvaise utilisation. Donc il faut quand même un certain âge, il faut un discernement, donc il faut aussi qu'à un certain moment, les parents puissent avoir un contrôle sans s'ingérer dans la vie privée de leurs enfants, parce qu'il faut aussi les laisser grandir et apprendre à grandir. Mais il faut aussi qu'ils aient quand même un regard sur ce que leurs enfants font ou ne font pas sur Internet. Je vais vous donner un exemple horrible, qui va sans doute vous choquer. Mais par exemple, quand mon fils, qui n'avait pas tout à fait l'âge pour avoir accès au réseau social Facebook, m'a demandé d'y avoir accès parce que tous ses copains avaient accès à Facebook. Donc j'avais un peu mal au cœur pour lui. J'ai dit « Ok, mais à la condition que je sois ton ami ». Et donc, je suis son ami sur Facebook. Comme ça, je peux au moins un peu suivre ce qu'il met sur Facebook. Je ne le fais pas tous les jours, mais c'est clair que de temps en temps, je vais quand même voir, parce que parfois, il a posté des choses sur son mur où je lui ai dit après, mais qui ça ne va pas, tu ne peux pas faire ça, ou tu ne peux pas dire ça. Donc, il y a quand même un contrôle qui doit rester de la part des parents, parce qu'on est responsable et qu'on doit apprendre à nos enfants à grandir et on doit leur apprendre à devenir des adultes et des citoyens responsables. Donc, on doit aussi sans doute les éduquer quand ils sont dans ce type de démarche. Exactement. Et je voudrais savoir, est-ce que les parents doivent donner leur accord pour que leurs enfants participent à ces formations? Pas du tout. Donc, ça fait l'objet c'est vraiment une obligation qui est inscrite dans le décret mission, donc qui est le décret pour l'enseignement. Et donc, les parents n'ont pas de choix. Ils ne peuvent pas dire « mon enfant ne participera pas à une formation EVRAS parce que c'est contraire à mes convictions ». Ça, non, ça fait partie du programme scolaire, ça fait partie de l'éducation que l'on doit faire aux enfants, aux jeunes. Et donc, les parents ne peuvent pas décider qu'ils peuvent brosser ce cours-là ou cette formation-là. Non, ce n'est pas permis.
Comment aborder les phrases dans un contexte de mixité sociale et culturelle en respectant les origines de chacun? Mais moi, je vais vous dire que l'Evras, ce n'est pas quelque chose qui dit allez, les jeunes, vous pouvez faire l'amour tous ensemble et vous mélanger et ne pas vous protéger, etc. Ce n'est pas ça, l'Evras. L'Evras, c'est d'apprendre à avoir des relations avec les autres. C'est d'avoir des relations quand vous êtes un garçon avec une fille. Si vous êtes, voilà, simplement une relation parler, même être amis. Puisque donc l'Evras, vous avez éducation à la vie, relationnelle, donc les relations, c'est les relations amicales, ça peut être les relations entre professeurs et élèves, c'est des relations tout à fait ordinaires. Et puis vous avez les relations affectives et sexuelles. Alors affective, on sait, c'est une relation qui peut être un peu plus amicale, peut-être amoureuse. Et puis sexuelle, on sait très bien, c'est l'acte sexuel. Et donc l'Evras, ça touche vraiment à tout. Ça touche vraiment à comment on est et comment on est face aux autres. Comment est-ce qu'on est quand on est un garçon, on doit respecter les filles. On ne doit jamais frapper une fille. On doit d'ailleurs éviter de frapper un garçon aussi. Hein. Mais, donc, il y a des choses qu'on doit faire passer comme message, qu'on doit respecter l'autre, qu'on respecte l'autre même s'il n'a pas les mêmes convictions religieuses, même s'il ne croit pas en Dieu alors que nous, on croit en Dieu. Enfin, je ne sais pas. Et que chacun doit vraiment trouver sa place et se respecter. C'est vraiment une formation qui devra s'adapter en fonction de la spécificité de la classe. Si vous êtes dans une classe où vous avez une monoculture, je ne sais pas moi, si tout le monde est musulman dans une classe, bon, ce qui peut arriver, hein, parce qu'il y a des écoles où vous avez, voilà, que la religion dominante c'est ça, je suppose qu'il y aura une éducation qui sera ciblée aussi sur le fait que on essaye un peu de faire changer les mentalités. Si on est dans une classe qui est complètement fermée, qui est une classe ghetto, mais dans l'autre sens, où tout le monde est, je ne sais pas, la plupart sont tous laïcs, et puis vous avez un seul de religion catholique. On va essayer quand même de faire en sorte que ce pauvre de la religion catholique ne soit pas complètement perdu. Et donc, c'est vraiment, il faut essayer de s'adapter à la réalité. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ces modules, c'est de dire, il faut que ces modules s'adaptent à la classe pour faire en sorte que tout le monde trouve son espace. Mais surtout, ça va toucher à ce qu'on est face aux autres et aux relations qu'on a avec les autres. Et puis, ça va aussi aider à sensibiliser sur le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'on peut faire l'amour sans se protéger et que c'est pas grave et que le sida, on n'en meurt plus. Bon, moi, à mon époque, on en mourait et on avait des stars de la chanson qui mouraient. On était tous désespérés parce qu'on disait on meurt du sida et on a été éduqués avec la peur du sida. Et donc, par exemple, moi, quand j'étais adolescente, comme vous, franchement, on avait tous très peur. Et il y avait très peu de jeunes qui osaient avoir des relations sexuelles sans préservatif. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque quelque chose du coin, préservatif, on s'en fout, c'est pas grave, on peut le faire, de toute façon on n'en meurt plus, parce qu'il y a des traitements. Je pense que vraiment, il faut qu'on se rende bien compte qu'au-delà d'ailleurs même du sida, il peut y avoir des maladies sexuellement transmissibles, et si on ne se protège pas, on peut avoir vraiment de gros soucis. Et donc c'est important aussi que ce type d'information puisse passer dans une classe. Et ça ne veut pas dire que c'est un permis pour faire l'amour avec qui on veut, c'est juste avoir donné cette information aux jeunes pour qu'ils sachent à quoi ils prennent des risques et des dangers que ça peut entraîner. Et donc c'est vraiment, voilà, pour nous quelque chose qui est tout à fait essentiel puisqu'on voit qu'il y a un manque sur le terrain. Avez-vous mis en place un système d'évaluation de projet? Qu'est-il? Mais vous savez, on met toujours un processus d'évaluation parce que enfin, moi, en tout cas, j'aime bien, la manière quand je fais de la politique, j'aime bien savoir si ce que je fais a une pertinence sur le terrain. Donc, c'est clair qu'on va devoir évaluer, puisque maintenant, l'obligation, elle est là, les établissements scolaires vont devoir procéder à ces formations. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans le second semestre de l'année. Et donc, c'est clair qu'après ça, moi, j'aimerais bien avoir un rapport pour voir si on est sur la bonne ligne, s'il faut continuer à avancer dans ce sens-là ou s'il faut changer complètement notre fusil d'épaule pour faire autre chose parce que le système ne serait pas pertinent. Voilà. Mais ça, on verra avec la mise en œuvre dans quelques mois. Je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir répondu à toutes mes questions. Super, bienvenue et je te souhaite une belle réussite. Et si tu as envie de revenir faire des choses ici au cabinet ou si tu veux venir une fois au Parlement,
un mercredi après-midi, par exemple, je ne sais pas si vous avez cours, il y a des séances plénières. Et si tu as envie d'un peu voir comment ça se passe au Parlement, eh bien, tu es la bienvenue. Je vous remercie. Avec plaisir.